Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du mercredi 18 décembre 2024. Dans les actualités de ce jour, commençons par les festivités de Noël. La place Imbouzatouvou sera cette année le centre de la célébration de Noël à Antananarivo. Si les gens ont l'habitude de visiter Antananarivo et le palais d'Imbouzrouitch, cette année 2024 sera particulière car elle sera tenue au jardin d'Imbouzatouvou qui sera décoré et sous une belle forme pour que le public puisse le visiter ce vendredi. Cette célébration sera appelée le Noël de l'amour et durera jusqu'au 5 janvier 2025. Les explications apportées par le comité d'organisation au niveau de la présidence de la République. Comme à l'accoutumée, Monsieur le Président de la République et son épouse apportent une touche particulière dans la célébration des festivités de Noël. Nous avons l'habitude de vivre cette magie de Noël du côté de Imbouzrouitch toutes les années. Et cette année, ils ont décidé d'offrir vraiment quelque chose de nouveau, d'encore plus magique et de faire vivre à tous les Malagasy une ambiance féerique. L'ambiance de Noël féerique ici au jardin d'Imbouzatouvou. Le lancement sera le 20 décembre à 19 h et c'est tous les soirs, donc c'est un parcours qu'il propose ici au jardin d'Imbouzatouvou, un parcours lumineux qui aura un seul sens, un sens fermé, donc un parcours fermé. Et Noël cette année est placé sous le signe de l'amour parce que la célébration est intitulée Noël Mfiti. Comme nous savons, Noël, c'est une fête sous le signe de l'amour, du partage, de la générosité. Et ce parcours, en fait, c'est une invitation à donner, à aimer et à faire briller la joie de Noël dans nos cœurs et dans le cœur de nos communautés. Et en plus des lumières et des décorations de la place d'Imbouzatouvou, le concert de Noël sera également une célébration qui rendra Noël 2024 spécial, qui débutera le samedi 21 décembre jusqu'au 24 décembre 2024. L'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire et tous les citoyens sont invités à profiter de ce concert de Noël au 15 Amasoange. Toujours les explications apportées par le comité d'organisation au niveau de la présidence. Pour satisfaire le plus grand nombre de la population, il a également été conçu pour cette année une autre festivité encore aussi magique. Ce sera le concert de Noël qui aura lieu cette année au Rouvre de Madagascar, au Kianza Maswange. Pourquoi le Kianza Maswange? Parce que tout d'abord c'est un symbole de lumière et d'énergie, donc un lieu parfait pour accueillir le spectacle de Noël. Et ce lieu va être transformé pour offrir un cadre magique où la musique et la lumière se rejoindront pour créer donc des souvenirs inoubliables dans l'esprit de nos enfants, mais également pour nous les adultes, pour nous faire revivre certains souvenirs d'enfance et aussi pour nous faire revivre la magie de Noël. Donc ce spectacle rassemblera des artistes talentueux qui interpréteront des chants et des mélodies de Noël, des chants et des mélodies de Noël qui seront des œuvres porteuses de messages de paix, messages d'amour, messages d'espoir. Et c'est une fête qui rappelle nos souvenirs d'enfance. Dans les actualités politiques à présent, les visions sur lesquelles il se base pour diriger le pays, ses réalisations et ses travaux de développement en cours, son leadership dans la gestion du pays et dans le domaine de la politique, surtout les visions qu'il partage pour le continent africain, ce sont les points pour lesquels le président Andjradjoul s'est démarqué, ce qui lui a valu le plus grand nombre de voix lors du vote initié par l'African Leadership Magazine à Londres face aux autres candidats en lice, notamment le président seychellois et le président congolais, affirme la directrice de la communication au sein de la présidence de la République, Mercedes Ratsirahounen, hier. Le président de la République de Madagascar ne cesse de prôner la beauté et les potentiels de l'Afrique dans ses discours durant les sommets internationaux. Il conscientise les chefs d'État africains vers la solidarité, l'unité et la fraternité pour une Afrique meilleure. Le chef de l'État malagasy a également des visions de développement concret et des réalisations palpables pour le pays, raison pour laquelle le monde entier et surtout les Africains en plus grand nombre a voté pour le président Andjradjoul avec 65,69% des voix, souligne toujours Mercedes Ratsirahounen, expliquant cette victoire du président Andjradjoul en tant que leader politique en Afrique.
Le projet de loi des finances 2025 a été déclaré conforme hier par la Haute Cour constitutionnelle après son adoption par les deux chambres du Parlement. Pour rappel, les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures sont les priorités d'après cette loi des finances 2025. Rosistel Rakout-Malal nous en dit plus. La loi des finances 2025 sera appliquée dès le 1er janvier 2025. La Haute Cour constitutionnelle l'a déclarée conforme à la Constitution hier. Cette loi prévoit un taux de croissance de 5%. Selon toujours cette loi, les dépenses courantes connaîtront une baisse de 764,6 milliards d'ariars si les investissements connaîtront une hausse de 3 745,4 milliards d'ariars. Concernant les recettes fiscales, elles sont estimées à 5 628,4 milliards d'ariars, soit une hausse de 21,39%. Les recettes douanières sont à elles estimées à 4 366 milliards d'ariars. La taxe sur les transactions mobiles sera de 5% sur les chiffres d'affaires obtenus à travers les commissions. La prochaine étape pour le ministère de l'Économie et des Finances est la négociation sur la facilité élargie de crédit ou FEC. Toujours dans cette page économique, 9 nouveaux partenariats ont été signés aujourd'hui à Mbouidvoun entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et ses partenaires techniques et financiers. Ces accords visent à dynamiser le secteur touristique à Madagascar avec pour objectif d'attirer 1 million de touristes d'ici 2028. Toujours un reportage signé Rosistel Rakout-Malal et Asnara Faltonari. 9 partenaires souhaitent collaborer ou renouveler leur coopération avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Des signatures de conventions en ce sens ont été effectuées ce jour. Atteindre 1 million de touristes à Madagascar n'est pas une tâche facile, a souligné la ministre concernée, Viviane Dewa, d'où l'importance du soutien apporté par ses partenaires. Par ailleurs, la construction d'infrastructures reste une priorité, car pour pouvoir accueillir ces 1 million de touristes, 15 000 chambres sont nécessaires. L'amélioration de la formation pour les acteurs, le marketing et la digitalisation, ainsi que l'appui sur la visibilité de Madagascar sur la scène internationale constituent les axes principaux de cette collaboration avec les partenaires, soutient la ministre. Lors de cette rencontre avec les partenaires, tous les acteurs ayant contribué au développement du tourisme à Madagascar ont été récompensés par des certificats de reconnaissance pour leur engagement. Restons toujours au niveau de cette page économique, les relations entre le ministère de l'Industrialisation et du Commerce avec les opérateurs du secteur privé seront renforcées, notamment à travers la mise à la connaissance de ce secteur privé des avantages dont ils doivent bénéficier sur le marché local, mais aussi au niveau de la coopération internationale à travers les structures économiques internationales comme le COMESA, le SADC et le ZLECAf. À cet effet, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a organisé 2 journées de portes ouvertes hier et aujourd'hui au siège du ministère à Mbouda. 40 stands y ont été installés, regroupant les directions techniques et stratégiques au sein de ce département, mais aussi les divers organismes rattachés et les partenaires du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un moyen de partager directement les défis du ministère aux citoyens, aux étudiants, mais aussi aux acteurs et secteurs concernés. Restons toujours au niveau du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Le prix du riz sur le marché connaît une hausse actuellement, que ce soit le prix du riz importé que celui du riz local. La suspension du transport du riz vers la capitale, le mauvais état des routes, mais surtout la période de soudure sont parmi les facteurs qui entraînent cette hausse du prix, explique le ministère du Commerce. D'un autre côté, le ministère met en œuvre des stratégies pour éviter une hausse abusive du prix, surtout en cette période d'avant-fête, selon les explications dans ce reportage sur les images de Nzara Ranjianso. Le prix du riz a augmenté de 50 à 200 ariars par kilo. Le riz local a connu une hausse conséquente du prix comparé au riz importé. Pour les commerçants, ce sont les collecteurs qui augmentent le prix du riz actuellement compte tenu de la période de soudure et du stock qui est utilisé pour les semences pour la prochaine saison rizicole.
Ainsi, cette hausse du prix au niveau des paysans entraîne la hausse du prix du riz sur le marché, précise Jean-Baptiste, un commerçant d'Anousbé. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a pour rôle de coordonner cette hausse du prix du riz afin d'éviter les spéculations et une hausse du prix abusive au niveau du marché. En cas de hausse, le ministère du Commerce se doit de prendre des mesures. D'un autre côté, malgré cette hausse, le stock du riz dans le pays est suffisant et les consommateurs ont l'embarras du choix sur le riz qu'ils veulent acheter, affirme le directeur de la protection des consommateurs au niveau du ministère du Commerce. Le ministère se concentre déjà sur la coordination du prix du riz sur le marché actuellement, selon les explications apportées par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. David Aralamfling, qui a souligné que cette hausse est due à la suspension du transport de produits du port de Tuamasen vers la capitale, du mauvais état des routes, mais aussi certains spéculateurs de prix et à la période de soudure. De ce fait, le ministère travaille déjà pour coordonner tous ces facteurs et présenter un prix raisonnable du riz pour la population, surtout en cette période de fête. C'est dans cette période d'avant-fête que les spéculateurs en profitent pour augmenter abusivement le prix du riz, mais aussi le prix des autres PPN. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce effectue déjà des descentes au niveau des marchés pour contrôler le prix et coordonner cette hausse, selon toujours les informations. Page sociale à présent, le Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo a pris la décision de fermer les cités universitaires accaparées par des particuliers ou par des étudiants ayant déjà terminé leurs études, selon le rapport fait aujourd'hui par le responsable. Des efforts sont toujours déployés pour le ratissage et la restauration des logements des étudiants pour veiller à ce que ce soit des vrais étudiants qui y habitent. Les responsables appellent les vrais étudiants à ne pas fermer les yeux sur les non-respects de la loi qui existent au sein de l'université, car il existe des groupes de personnes qui utilisent les biens de l'université pour gagner de l'argent et exploiter les étudiants. Reportage de Sylvain, Oniena Martina et Sechangenap. Les cités universitaires d'Ankats ont été conçues pour les étudiants et non pas des résidences ou encore des sièges d'exploitation des intérêts personnels. Les responsables ont précisé qu'il n'y a aucune contrepartie financière de la part des étudiants pour l'usage des logements universitaires. Les candidatures pour bénéficier des logements sont approuvées par la commission qui comprend uniquement des représentants étudiants. Et lors de la distribution, toutes les 23 régions de l'île ont leur part selon les responsables du CROI. Le ratissage et la restauration de ces logements font partie des travaux qui ont été initiés et qui portent actuellement leurs fruits. Les étudiants ne doivent pas protéger ceux qui enfreignent la loi, selon l'appel lancé par les responsables, mais doivent soutenir les efforts au profit de ceux qui poursuivent leurs études. Les étudiants ont élu leurs représentants au sein du conseil d'administration du CROI, selon les informations. Ces représentants sont au fait des finances du CROI. En outre, le responsable a informé que tous les équipements pour l'installation de l'électricité au niveau du cité universitaire d'Ankats, R+1, sont déjà prêts. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est déjà en train d'étudier la possibilité de procéder à un forage pour l'approvisionnement en eau de la cité universitaire. Dans les actualités internationales de ce soir, après le passage dévastateur du cyclone Chido, Mayotte fait face à des pénuries alimentaires et en produits de première nécessité. Les habitants déjà traumatisés par les intempéries se retrouvent dans une situation de plus en plus précaire, amplifiant leur inquiétude face à l'incertitude qui pèse sur l'île. France 24. Apportés par les militaires, les premiers vivres pour des distributions alimentaires à Mayotte. Des boîtes de conserve et des packs d'eau stockés dans ce gymnase, il faudra sûrement les rationner. Je suis très inquiète parce que là, comme vous le voyez derrière moi, on a des bouteilles d'eau, quelques bouteilles d'eau, des boîtes de sardines, quelques boîtes de thon. Mais honnêtement, là, on ne sait pas à qui on va donner ou à qui on ne va pas donner. C'est vraiment insuffisant. Et là, on est vraiment à un stade où la population, certains n'ont vraiment rien. L'eau potable, toujours en pénurie à Mayotte, se vend dans certaines échoppes de rue de plus en plus chères, jusqu'à 18 € le pack parfois. Pour se laver, pour cuisiner, l'eau courante revient peu à peu, mais des centaines de Mahorais sans habitation doivent en puiser où ils peuvent. Des mosquées qui ont des puits qui peuvent distribuer de l'eau à la population. Du coup, les gens se ravitaillent au seau et au bidon pour ramener un peu d'eau dans leur foyer. Les gens sont fatigués, tout le monde est à cran. Mais bon, on fait comme on peut. Certains trouvent la force de reconstruire un semblant de logis.
Le quartier de la Vigie à Petite-Terre est comme retourné. Ce riverain vient de construire un toit à la hâte pour lui et sa famille. Pour l'instant, on dort un peu là. On essaie de faire comme on peut. Même si ça ne va pas être comme c'était avant, mais on va essayer de construire quelque chose de mieux. Il ne reste plus rien là. Là, je viens d'acheter les matériels pour essayer de construire un nouveau départ. À Grande-Terre, la lessive s'organise dans une rivière. Une débrouille avec les moyens du bord pour conserver un minimum d'hygiène et limiter les risques sanitaires. Ce matin, de nouvelles forces de l'ordre sont arrivées sur l'île. Elles assureront notamment le maintien du couvre-feu instauré hier. À l'international, toujours, la Cour de cassation a rejeté aujourd'hui le pourvoi déposé par l'ancien président français Nicolas Sarkozy contre sa condamnation par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison dans un enferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Les explications d'Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2, par France 24. Tout à fait. Il y a déjà eu Jacques Chirac qui a été condamné en tant qu'ancien président. Mais là, cette fois-ci, on a passé un cran supérieur puisque il y a de la prison ferme avec bracelet électronique, ce qui est donc tout à fait inédit. Et en plus, qui augure mal des autres affaires qui arrivent puisque il y a le procès du financement libyen de sa campagne qui va démarrer en janvier et d'autres affaires qui sont dans le tourment judiciaire des plusieurs affaires qui suivent Nicolas Sarkozy, parce que le fait d'être condamné définitivement, évidemment, vis-à-vis des juges qui vont faire les autres affaires, ça marque, ça connote le côté récidiviste, si vous voulez. Donc, c'est vraiment très mauvais, en effet, pour Nicolas Sarkozy. Le jugement lui-même qui l'avait prévu, je présume que les juges ont retenu leurs bras, en quelque sorte, au moment du jugement, puisque ils ont appliqué le droit au sens c'est une peine prévue, mais qu'ils ont dû juger que l'en fait qu'il était ancien président de la République ne méritait peut-être pas de le jeter en prison directement en cellule, et que l'aménagement de peine, comme c'est prévu pour une des peines inférieure à 1 an par exemple, devait suffire à signifier que Nicolas Sarkozy ne devait plus être totalement libre de ses mouvements, qu'il devait être puni comme la loi le prévoyait. Mais c'est depuis l'origine du jugement qu'il a été prévu que cette condamnation à 1 an de prison ne pourrait se faire que sous bracelet électronique. Il ne pourra pas prouver son innocence. Ce n'est pas ça qui est en jeu en vérité. C'est une question de principe, et c'est pour ça qu'il était au niveau de la Cour de cassation, qui ne revient pas sur l'affaire, mais sur les conditions juridiques. Ce qui est contesté, c'est une question de liberté publique, c'est-à-dire l'idée que il y a un secret professionnel qui est connu, celui de la relation entre le client et un client et son avocat, et que normalement, ce n'est pas prévu que l'on puisse écouter les conversations qui doivent rester secrètes, qui sont reconnues comme des conversations secrètes. Sauf que là, en fait, c'est incidemment. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une autre affaire que le téléphone de Nicolas Sarkozy est mis sur écoute, et puis qu'il découvre qu'il y a un autre numéro de téléphone, un numéro caché avec un nom d'emprunt, Paul Bismuth, qui n'est donc pas celui de Nicolas Sarkozy, qui est donc mis sur écoute également. Et là, il découvre une conversation entre quelqu'un qui se trouve est avocat, mais qui n'a pas l'air d'être dans le cadre d'un système de défense d'une affaire, mais qui serait plutôt dans le cas d'une autre affaire où il y aurait la tentative d'obtenir des informations au sein de la Cour de cassation, de la part d'un juge membre de la Cour de cassation. Et c'est pour ça que, en fait, la Cour de cassation dit, mais en fait, cette écoute était légale parce que finalement, l'avocat se fait l'intercesseur d'un délit. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas couvert par la loi, il n'y a pas de secret professionnel qui tienne, puisque l'avocat lui-même est condamné, puisqu'il aurait été membre du même délit. Donc, du coup, il y a un point de droit. Est-ce que oui ou non, c'était légal d'avoir fait cette écoute? Est-ce que c'est bien en tant qu'avocat ou en tant qu'ami, certes avocat, mais en tant qu'ami qui intercède dans un délit? Enfin, voilà. Et c'est ça qu'il va essayer de faire valoir. C'est une atteinte aux libertés publiques, mais pas son innocence.
Partons à présent en Syrie pour clore cette page internationale. Le groupe HTC, que les Nations Unies appelaient ces dernières heures depuis New York à respecter un processus politique inclusif et mené par les Syriens, reste au centre des préoccupations internationales. L'ONU rappelle également que le conflit en Syrie n'est pas terminé, même si la dictature d'Assad est tombée. Sur le terrain, des affrontements perdurent dans le nord-est du pays entre les forces kurdes syriennes et des groupes soutenus par la Turquie, malgré l'établissement d'une trêve fragile. France 24. À Kobané, les habitants enterrent leurs morts. La chute de Bachar al-Assad a poussé la Turquie à de nouveau menacer les territoires tenus par les forces kurdes en Syrie. Son cousin a été tué. Alors elle a ramassé son arme et est partie au combat. Ils se battent pour leur dignité. Ils défendent Kobané parce que la Turquie veut l'attaquer. S'il le faut, nous prendrons tous les armes. À travers l'armée nationale syrienne qui réunit des brigades qu'elle arme et qu'elle finance, la Turquie a profité de la chute de Bachar al-Assad pour reprendre aux forces kurdes des localités à l'ouest de l'Euphrate comme Manbij. Si une trêve est imposée dans cette commune arabe jusqu'à la fin de la semaine, la grande ville kurde voisine de Kobané reste la cible d'Ankara. Le commandant des forces démocratiques syriennes, la branche armée de l'administration kurde soutenue par les Américains, propose de démilitariser la zone avec un déploiement des forces de sécurité sous la supervision et la présence des États-Unis. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs de la Turquie en position de force dans la région. Ankara considère que les forces kurdes syriennes sont liées au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation turque considérée comme terroriste par la Turquie bien sûr, mais aussi par les États-Unis ou l'Union européenne. Il n'y a pas de place pour Daesh ni pour le PKK et ses dérivés dans le futur de la région. La Turquie exige que les cadres du PKK venus de l'étranger quittent le pays, que les membres du commandement des YPG, la principale milice kurde, même s'ils sont syriens, quittent le pays et que ceux qui restent déposent les armes. Prudent, les États-Unis indiquent que le renvoi de combattants étrangers pourrait être une piste. Nous comprenons les inquiétudes légitimes de la Turquie à propos de la menace terroriste que représente le PKK. Nous comprenons les inquiétudes légitimes de la Turquie à propos de la présence de combattants étrangers en Syrie. La communauté kurde, plus importante minorité en Syrie, craint de perdre l'autonomie acquise de haute lutte dans le nord-est du pays et demande la construction d'un État fédéral. Mais les nouveaux maîtres de Damas appellent toutes les factions armées à se réunir sous la seule et même bannière du ministère syrien de la Défense. Ils veulent étendre leur autorité sur les zones kurdes qui abritent les principaux champs de pétrole, mais aussi d'immenses camps surpeuplés de déplacés du groupe État islamique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans la suite de notre programme de ce soir, votre série Strike Back. Sur ce, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. À très bientôt.